Après avoir vu comment montrer qu'une fonction est surjective, nous allons dans cette vidéo nous intéresser à comment montrer qu'une fonction n'est pas surjective. Et vous allez voir que le raisonnement est bien différent. Avant toute chose, rappelons la définition d'une application surjective. Nous avons la fonction f qui a tout élément de l'ensemble de départ E, lui associe un élément dans l'ensemble d'arrivée grand F. On dira que notre fonction f est surjective de E dans grand F si tout élément de grand F a au moins un antécédent dans E par ma fonction f. Mathématiquement, cela se dit quel que soit y appartenant à grand F, il existe un x appartenant à E, et le il existe signifie il existe au moins, donc il existe au moins un x appartenant à grand E, tel que f de x est égal à y. Autrement dit, peu importe le y que je prends, je peux le relier à au moins un x dans l'ensemble grand E. Et c'est bien ce que l'on voit dans le schéma à gauche, tout élément de l'ensemble grand F a au moins un antécédent par ma fonction f. Bon, à partir de là, une fonction qui n'est pas surjective va vérifier le contraire de cette proposition. Donc, f n'est pas surjective de l'ensemble E dans l'ensemble f si un élément de grand F n'a pas d'antécédent par ma fonction f. Donc la fonction f doit vérifier la proposition suivante. Il existe un y appartenant à f, tel que quel que soit x appartenant à E, eh bien aucun x ne vérifie f de x est égal à y. Donc le point essentiel à comprendre, c'est qu'on a la surjectivité si tous les y de grand F vérifient une certaine proposition, tous sans exception. Par conséquent, on perd la surjectivité à partir du moment où il y a un y de f qui ne vérifie pas cette proposition. Il en suffit d'un seul pour casser la surjectivité. Donc comment montrer que ma fonction n'est pas surjective? Eh bien il suffit de trouver un y de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent dans l'ensemble de départ par cette fonction. Maintenant, toute la problématique réside dans le fait de comment trouver ce y. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite avec différentes méthodes. Premier exemple, alors ici on va surtout s'échauffer, on va prendre une fonction que l'on connaît bien, la fonction carré qui va de R dans R. Le plus simple, c'est de tracer son graphique. Un réflexe qui peut être utile et que je vous recommande, n'hésitez pas à mettre en valeur les parties des axes, des ordonnées et des abscisses qui correspondent aux ensembles de départ et d'arrivée. Ici, mes deux ensembles correspondent à R et donc la totalité des deux axes est concernée. Donc à présent, pour montrer la non-surjectivité de ma fonction m, on doit trouver un y appartenant à la zone verte de l'axe des ordonnées qui n'a aucun antécédent x dans la zone verte de l'axe des abscisses. Ici c'est assez simple, par exemple on va prendre y égale moins 1, en traçant une droite horizontale en ce point, on ne rencontre jamais le graphe de la fonction. Par conséquent, y égale moins 1 n'a aucun antécédent. Ainsi vous pourrez répondre de la façon suivante, il existe y égale moins 1 appartenant à R, ici le appartenant à R est important puisqu'on montre qu'on prend bien un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc nous avons ce y égale moins 1 tel que, quel que soit x appartenant à R, cette fois-ci le R correspond à l'ensemble de départ, eh bien nous avons qu'aucun x de R vérifie m de x est égal à 1. Autrement dit, y égale moins 1 n'a pas d'antécédent. Et donc m n'est pas surjective de R dans R. Voilà, donc ici on a pris moins 1, mais bien entendu, tout réel strictement négatif aurait pu faire l'affaire. Passons à présent à un deuxième exemple. Cette fois-ci, ma fonction va de R+ dans R+, et à tout x, elle lui associe x sur x plus 1. Alors on va utiliser une méthode qui n'est pas souvent présentée dans les cours, mais qui, je trouve, peut s'avérer utile en certaines circonstances. Et avec cette fonction, ça sera le cas. On va en fait essayer de borner la fonction. Regardez, je prends un x positif, appartenant donc à l'ensemble de départ. Et je vais essayer d'encadrer x sur x plus 1. Alors déjà, il y a quelque chose d'assez simple, c'est que mon x, il est positif. Donc le numérateur est positif et le dénominateur l'est aussi. Donc on est sûr que ma fraction, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Et ensuite, si on prend un peu de recul, ce que l'on fait, c'est qu'on divise un nombre positif par ce même nombre positif plus 1. Donc on est sûr que le dénominateur sera toujours plus grand que le numérateur. Cela signifie simplement que votre fraction est strictement inférieure à 1. Donc là, on vient tout simplement de dire que pour tout x de l'ensemble de départ, p de x est compris entre 0 et 1. Alors regardez ce qui va se passer maintenant. On reprend notre repère. On surligne la partie des axes concernés en vert. Donc pour l'axe des ordonnées, ce sont tous les y positifs, et pour l'axe des abscisses, ce sont tous les x positifs. Et pour échelle, on place y égale 1. Alors là, comme ça, on n'est peut-être pas forcément capable de tracer le graphe de ma fonction p. Mais ce que je sais, c'est que quel que soit x, p de x est compris entre 0 et 1.
Donc en fait, je peux dire que tout le graphe de ma fonction est compris dans le rectangle rouge qui apparaît à l'écran. En effet, quel que soit x, p de x est entre 0 et 1. Donc pourquoi c'est capital de savoir ça? Eh bien, si je prends par exemple z égale 4 et que je trace ma droite horizontale en ce point, eh bien je sais qu'elle ne croisera jamais le graphe de ma fonction p, puisque comme on l'a dit, tout le graphe de ma fonction est contenu entre 0 et 1. Donc là, on vient tout simplement de dire que z égale 4 n'aura aucun antécédent par ma fonction p. Donc une façon de rédiger les choses, ça pourrait être de dire p étant majoré par 1 sur r+, eh bien il existe z égale 4 appartenant à r+, donc on prend bien un élément de l'ensemble d'arrivée, tel que quel que soit x appartenant à r+, cette fois-ci c'est l'ensemble de départ, eh bien on aura toujours que p de x sera différent de 4. Autrement dit, 4 n'a aucun antécédent par ma fonction p. Et donc vous concluez, p n'est pas surjective de r+ dans r+. Donc j'aime bien cette méthode parce que je trouve que s'intéresser aux bornes, dans certains cas, c'est une façon assez subtile de montrer la non-surjectivité d'une fonction. Alors maintenant, on va reprendre le même cas et on va faire comme si on ne connaissait pas la méthode que l'on vient de voir en utilisant les bornes de ma fonction. Comment montrer que cette fonction p qui va de r+ dans r+, n'est pas surjective? On va utiliser la méthode classique que l'on utilise quasiment tout le temps pour montrer la non-surjectivité d'une fonction. En fait, on va directement s'inspirer de la définition d'une fonction non surjective. On va prendre un y de l'ensemble d'arrivée, r+, et on va poser l'équation y égale p de x. Et on va se demander est-ce que cette équation, elle a une solution x dans r+. Si on trouve qu'il y a au moins un x solution, eh bien ça voudra dire que ma fonction est en fait surjective. Par contre, si cette équation n'a pas toujours de solution, eh bien ça veut dire qu'il y a des y qui n'auront pas forcément d'antécédent par p, et donc ça impliquera une non-surjectivité de ma fonction. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de ce moment, mon y est connu, puisqu'on a dit soit y appartenant à r+, donc on considère en fait qu'à partir de maintenant, mon y est fixé. En revanche, c'est mon x qui est inconnu, et c'est le x que je vais essayer de connaître. On peut à présent commencer la résolution, y égale p de x, on remplace p par son expression, on a donc y égale x sur x plus 1. Donc comme vous le voyez, on a du connu qui est exprimé en fonction de l'inconnu, ici x. Nous on va essayer de renverser ce schéma, et donc on va vouloir exprimer l'inconnu en fonction du connu. Autrement dit, on veut x égale une fonction de y. Donc on y va, on multiplie de part et d'autre par x plus 1, on développe la parenthèse à gauche, on va passer ensuite tous les x du même côté, x moins xy égale y, on factorise par x, et ensuite on divise par 1 moins y. Donc là déjà le premier objectif est atteint, on est passé de y comme une fonction de x à x comme une fonction de y. Donc vous voyez qu'on est parti de y égale p de x, et on se demandait est-ce qu'il y a une solution x en r+, eh bien on a déjà trouvé un candidat. Le x qui vérifie cette équation c'est y sur 1 moins y. Maintenant il va falloir se demander est-ce que ce x il existe pour tout y, et aussi est-ce que pour tout y, ce x appartient bien à r+. Bon et bien déjà on va avoir un problème, parce qu'on divise par 1 moins y. Donc quand y égale 1, le dénominateur va être égal à 0, et donc le x n'existera pas. Donc là ça veut dire que pour y égale 1, et 1 appartient bien à r+, l'équation y égale p de x n'a pas de solution, puisque là dans ce cas-là le x ne veut plus rien dire. Donc y égale 1 n'a pas d'antécédent. Mais on a aussi le fait suivant, si on prend un y supérieur à 1, reste bien dans r+, la solution x n'est plus dans r+. En effet, si mon y est supérieur à 1, au numérateur j'aurai un nombre positif, mais au dénominateur j'aurai un nombre négatif, et donc la fraction au global sera négative. Or nous, rappelez-vous, il faut que le x appartienne à r+. On cherche des solutions dans r+. Donc là, pour tout y strictement supérieur à 1, l'équation y égale p de x n'a pas de solution dans r+, ce qui signifie que tous ces y là n'ont pas d'antécédent par la fonction p en r+. Donc une fois que vous avez fait ce constat, eh bien il vous suffit d'exhiber un y pour lequel les choses marchent mal, et vous conclurez que p n'est pas surjective, et vous prenez par exemple y égale 4, de la même manière que tout à l'heure nous avions pris 4 pour montrer le contre-exemple. Donc vous prenez y égale 4 qui appartient à r+, y égale 4 n'a pas d'antécédent dans r+. Donc vous voyez que vraiment on retombe sur nos pieds par rapport à la méthode précédente, c'est juste que le développement est un peu plus long. Et comme je vous l'ai dit, cette méthode c'est vraiment la méthode classique. Et donc pour bien se l'approprier, on voit tout de suite un quatrième et dernier exemple. On va essayer de montrer la non-surjectivité de ma fonction e,
qui à tout réel x lui associe x au carré plus x plus 1. Cette expression, elle vit dans R+. Je vous laisse le démontrer, c'est un bon exercice. Bon, et bien on va reprendre la même méthode, on va poser un y appartenant à R+, l'ensemble d'arrivées. Et on pose l'équation y égale e de x, et on se demande si cette équation a une solution dans R. S'il y a des y pour lesquels il n'y a pas de solution, cela impliquera que ces y n'ont pas d'antécédent par e, et donc ma fonction ne sera pas surjective. Eh bien, voyons cela tout de suite. Y égale e de x, je remplace e par son expression, y égale x au carré plus x plus 1. Donc là, on se rappelle que le x est inconnu, et c'est le y qui est connu. Et puisque ce y est une constante, je vais le passer de l'autre côté avec les x, et là je me ramène tout simplement à la résolution d'une équation du second degré en x, avec a égale 1, le coefficient qu'il y a devant le x au carré, b égale 1, le coefficient qu'il y a devant x, et ma constante c'est 1 moins y. Donc vous savez que dans ce genre de situation, après nous devons calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Dans notre cas, delta sera égal à 4y moins 3, et ensuite nous avons toujours deux solutions qui s'expriment de la forme moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ce qui dans notre cas nous donne moins 1 plus ou moins racine de 4y moins 3 sur 2. Donc en partant de l'équation y égale e de x, nous avons deux candidats. Maintenant, il faut voir si ces deux candidats sont bien dans R. Bon alors ici, qu'est-ce qui pourrait poser problème? Au dénominateur, on a un 2, donc on est sûr qu'il ne sera jamais nul. En fait, ce qui va poser potentiellement problème, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la racine carrée. Il faut, pour que mes deux solutions existent, que 4y-3 soit positif. 4y-3 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que y doit être supérieur ou égal à 3/4. Et là, ce qu'on a démontré est très important. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'équation y égale e de x a deux solutions dans R, si et seulement si y est supérieur ou égal à 3/4. Donc pour schématiser les choses, voici l'axe des réels positifs, qui représente ici les y. Donc comme on l'a vu, pour tout y supérieur à 3/4, il y a au moins un antécédent. Cependant, pour les y entre 0 et 3/4, eh bien l'équation y égale e de x n'a pas de solution dans R, autrement dit, ces y-là n'ont pas d'antécédent. Donc une façon de conclure que E n'est pas surjective, c'est de prendre un y entre 0 et 3/4, par exemple y égale 0,5, et bien pour ce y égale e de x n'a pas de solution dans R, d'où la non-surjectivité de E. Voilà, donc si on voulait synthétiser un petit peu tout ce que l'on a vu, pour montrer la non-surjectivité d'une fonction, il suffit de trouver un seul y de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent dans l'ensemble de départ. Et pour ce faire, nous avons vu trois méthodes. La première par le graphique, quand il s'agit d'une fonction classique que l'on connaît bien. On peut aussi trouver ce y en identifiant les minorants et les majorants de ma fonction f. Et enfin, la méthode vraiment standard, en résolvant l'équation y égale f de x pour tout y appartenant à l'ensemble d'arrivées, et de montrer peut ne pas admettre de solution pour certains y. Et donc ce seront ces y pour lesquels il n'y aura pas d'antécédent par votre fonction f. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo était claire et que surtout elle vous sera utile, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.